Le 19 mars 2004, Ramadi, Irak. Le caporal des Marines James Mitchell est accroupi sur un toit, l'œil collé à la lunette Unertel de son fusil de sniper M40A3. La température atteint 112 degrés Fahrenheit. Le vent hurle à travers la vallée de l'Euphrate à 15 miles par heure. Non, 20. Non, attends. Il tourbillonne. À travers sa lunette, il observe une équipe de mortiers insurgés qui s'installe à 800 yards plus loin. Il se prépare à faire pleuvoir à mort sur un convoi de Marines qui traverse la ville en contrebas. Mitchell règle la molette de dérive. Il estime 2 minutes d'angle à gauche. Il inspire. Il presse la détente, le fusil claque. La balle rate de 3 pieds. Les insurgés se dispersent. Des mortiers tirent. 4 Marines meurent dans le convoi en bas. Mitchell frappe le béton de son poing. C'est le 3e sniper des Marines à rater un tir critique aujourd'hui. Ce n'est pas sa faute. Pas vraiment. Le vent à Ramadi change de direction tous les 50 yards. Le miroitement de chaleur rend la lecture des mirages impossible. Les techniques standards de lecture du vent du corps des Marines, observer l'herbe, le sentir sur le visage, surveiller la poussière, ne fonctionnent pas dans les canyons urbains de béton et d'acier. Ce qui ignore, c'est que sa frustration est sur le point de déclencher l'innovation la plus controversée de l'histoire du tir de précision. Les chiffres racontent une histoire dévastatrice. Dans les environnements urbains d'Irak, les snipers éclaireurs des Marines n'atteignent qu'un taux de réussite au premier tir de 31% à des distances supérieures à 600 yards. Des erreurs sur le vent expliquent 73% de tous les ratés. Les snipers doivent tirer en moyenne 4,2 balles pour chaque élimination confirmée. Des munitions qu'ils n'ont souvent pas dans les longs affrontements. Les combattants ennemis ont appris à bouger pendant les 153 secondes nécessaires à un sniper pour recalculer et tirer à nouveau. Le corps des Marines a perdu 14 snipers éclaireurs sous le feu ennemi au cours des 11 derniers mois. Des hommes contraints de révéler leur position par des tirs multiples, parce qu'ils n'étaient pas capables de lire le vent assez précisément pour un tir unique mortel. De retour à Camp-le-Jeune, Caroline du Nord, l'école des snipers éclaireurs des Marines enseigne toujours les mêmes techniques de lecture du vent développées au Vietnam en 1968. Les instructeurs disent aux étudiants d'observer les mirages à travers leurs lunettes, de sentir le vent sur leur visage, de multiplier la vitesse du vent par la distance et de diviser par une constante. C'est analogique. C'est imprécis. Et dans les schémas chaotiques de vent urbain en Irak, cela tue des Marines. Ce que le corps des Marines ignore, c'est qu'un caporal de 23 ans, sans aucun diplôme d'ingénieur, est sur le point de rendre toute leur doctrine de lecture du vent obsolète. Camp-le-Jeune, Caroline du Nord, mai 2004. Le corps des Marines essaye de résoudre le problème du vent depuis 60 ans. Après la Seconde Guerre mondiale, le légendaire instructeur sniper des Marines, le chef de section Arthur Terry, a développé la technique de lecture du mirage. Observer les vagues de chaleur à travers une lunette pour estimer la vitesse et la direction du vent. Cela fonctionne en terrain ouvert. Au Vietnam, cela a sauvé d'innombrables vies. Mais dans les villes irakiennes, où la chaleur rayonne à partir de mines surfaces de béton à des températures différentes, le mirage devient un flou chaotique, inutile. En 1977, le corps des Marines s'est associé à Leupold Optics pour développer le réticule 1000 DOT, une lunette à point de référence précis pour estimer la distance et la correction verticale. C'est excellent pour l'élévation, mais cela ne sert à rien pour le vent. Un sniper doit toujours deviner la vitesse du vent, deviner la direction du vent, et espérer que la balle n'aille pas finir dans un immeuble ou qu'elle ne manque totalement la cible. D'ici 2003, le centre de recherche du soldat de l'armée à Natick a dépensé 2 300 000 $ pour développer des anémomètres portables, des appareils numériques mesurant la vitesse du vent à la position du tireur. Les snipers les détestent. Le vent à la position de tir ne signifie rien quand, à 400 yards, il souffle dans une direction complètement différente. Les appareils sont chers, 800 $ chacun, fragiles et nécessitent des piles qui meurent dans la chaleur irakienne. Le consensus des experts est clair. Il n'existe pas de solution pratique pour la lecture en temps réel du vent en combat urbain. Le docteur Robert Williams, expert en balistique à Aberdeen Proving Ground, publie un article en mai 2004 affirmant: le vent pose un problème fondamentalement chaotique de dynamique des fluides en 3 dimensions. Sans instrument de mesure placé sur toute la trajectoire de la balle, une impossibilité au combat, la compensation précise du vent reste dépendante de l'expérience du tireur et de l'intuition environnementale. Traduction: les snipers devront toujours deviner. Mieux vaut s'améliorer dans l'art de deviner ou accepter les ratés. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Les rapports des Marines après l'action à Fallujah montrent que les combattants ennemis s'adaptent. Ils savent que les snipers américains luttent contre le vent. Ils synchronisent leurs déplacements sur les moments les plus venteux de la journée. Fin d'après-midi, lorsque les thermiques créent des tourbillons imprévisibles. Ils utilisent la fenêtre de 15 secondes après le premier raté d'un sniper pour s'échapper ou riposter. Sur la base du corps des Marines à Quantico, un général 3 étoiles convoque d'urgence les responsables de l'école des snipers éclaireurs. Nous formons les meilleurs tireurs du monde, dit-il. Et ils ratent à cause du vent. Réglez ça. Genitals.
Je me fiche de la manière. Le commandant de l'école, un colonel avec 22 ans d'expérience sniper, répond avec une honnêteté brutale. En général, nous ne pourrons pas. Nous enseignons tout ce que nous savons. Lire le vent est un art, pas une science. Il faut des années pour le maîtriser. Ces jeunes déploient après 16 semaines d'entraînement. Il n'y a pas de technologie qui puisse les aider. Le général frappe la table. Alors nos gars continuent à mourir. Unacceptable. Mais il n'y a pas de solution. La physique est trop complexe. Mesurer le vent en temps réel sur 800 yards de terrain urbain nécessiterait des dizaines de capteurs, des communications sans fil, de la puissance de calcul portable et des algorithmes qui n'existent pas. La technologie en est à des décennies, si elle est même possible. Alors le corps des Marines fait ce qu'il fait toujours. Il s'entraîne plus durement, consacre plus de temps, exige davantage de ses snipers. En mai 2004, l'école des snipers éclaireurs double le nombre d'heures consacrées au vent, passant de 12 à 24 heures dans le programme. Les instructeurs font travailler la reconnaissance de mirages aux étudiants jusqu'à ce que leurs yeux brûlent. Les étudiants tirent des milliers de cartouches dans différentes conditions de vent, bâtissant leur mémoire musculaire et l'intuition. Cela aide légèrement. Le taux de réussite passe de 31% à 34%. 4 autres marines meurent à cause de tirs ratés en janvier. Le problème semble insurmontable. 50 ans de recherche militaire, des millions de dollars et les meilleurs esprits de la balistique en sont arrivés à la conclusion suivante. On ne peut pas lire le vent de façon fiable en combat urbain. Mais à 800 miles de là, un caporal cogite tout autre chose. Le caporal James Mitchell n'a pas de diplôme universitaire. Il a grandi à Hendersonville, Tennessee, travaillant dans l'entreprise de réparation de chauffage et climatisation de son père. Il s'est engagé chez les Marines à 19 ans parce que l'université n'était pas pour lui. Il préférait réparer des choses de ses mains. Il s'est qualifié comme sniper éclaireur à sa deuxième tentative, réussissant tout juste les tests de lecture du vent. Ses instructeurs notèrent adéquat mais non exceptionnel. Difficulté avec l'interprétation du mirage. Après l'échec de son tir à Ramadi, celui qui le hante dans ses rêves, Mitchell retourne à Camp-le-Jaune en juillet 2004 pour son congé post-déploiement. Il devrait se détendre. Au lieu de cela, il est obsédé. Il rejoue ce tir 1000 fois. Le vent tourbillonnait. Il s'est trompé dans l'estimation. 4 hommes sont morts. Il commence à porter un carnet partout. Il s'assied devant la caserne, regarde les feuilles bouger, sent le vent sur son visage, note ses observations. Ses camarades pensent qu'il perd la tête. « Mitch, tu es hors service. Lâche ça. » Il ne peut pas. Le 3 août 2004, Mitchell aide son père à réparer un climatiseur sur le toit d'un bâtiment commercial. Il y a du vent. Des rafales viennent de l'ouest à environ 10 miles par heure. Son père installe un anémomètre portatif, un petit moulinet pour mesurer le flux d'air près de la sortie HVAC. Mitchell observe l'appareil tourner, puis regarde de l'autre côté du toit, vers une autre unité HVAC à 50 yards de là. Sa sortie souffle dans une direction complètement différente. Pourquoi le vent est-il si différent là-bas ? Demande-t-il à son père. Celui-ci hausse les épaules, le bâtiment crée des remous, le vent frappe un côté, tourbillonne autour. C'est pourquoi on le mesure avant d'installer. Il faut savoir où va la chaleur. Mitchell fixe les deux unités HVAC. Différentes orientations du vent, à 50 yards d'écart. C'est alors qu'il a l'illumination. Et si on pouvait mesurer le vent, non pas où on se tient, mais là où va la balle ? L'idée paraît absurde d'abord. Il faudrait des capteurs plus loin, mais impossible d'aller installer des instruments météo à 800 yards en territoire ennemi. Mais Mitchell y réfléchit toujours. Et si tu n'avais pas de genre de capteur physique ? Et si tu pouvais mesurer le vent en observant comment quelque chose d'autre s'y déplace ? Il se souvient de quelque chose de l'école sniper. La lecture du mirage fonctionne parce qu'on regarde des vagues de chaleur se plier dans l'air en mouvement. Le mirage bouge parce que le vent le pousse. C'est une mesure indirecte. On observe l'effet, pas la cause. Mais que se passerait-il si tu pouvais faire la même chose avec quelque chose de plus précis ? Quelque chose que l'on puisse mesurer exactement. Le 10 août 2004, Mitchell est au stand de tir de Camp-le-Jaune à observer un caporal qui règle son arme. Celui-ci tire 3 coups, traînés de vapeur de balles. De minces lignes grises de condensation dans l'air humide de Caroline du Nord courbent légèrement vers la gauche. Effet du vent. Mitchell le voit. La trémée montre exactement comment le vent affecte la trajectoire de la balle. Son pouls accélère. Les traînées de vapeur n'apparaissent qu'une seconde. Mais si on pouvait les suivre, les mesurer, les utiliser pour calculer en temps réel la déviation liée au vent, cette nuit-là, Mitchell commence à dessiner dans son carnet. Son idée est rudimentaire, probablement folle, mais ne le quitte pas. Mitchell n'a pas accès à un laboratoire. Il a un garage, un ordinateur portable et $340 à lui. Août 2004. Mitchell achète un caméscope d'occasion dans un pawn shop pour $85. Il achète un pointeur laser bon marché pour $12. Il télécharge un logiciel de montage vidéo gratuit. Son plan est simple. Peut-être trop simple. Première étape, monter une caméra à côté de la lunette sniper. Deuxième étape, filmer la trajectoire de condensation de la balle. Troisième étape,
Mesurez combien la traînée s'écarte du point visé. 4e étape, utilisez cette déviation pour calculer la vitesse du vent entre le tireur et la cible. Sur le papier, c'est brillant. En réalité, c'est un désastre. Son premier essai a lieu le 19 août 2004 au stand de Caen-le-Jeune, en heure creuse. Il attache le caméscope à son fusil M40A3 avec du ruban adhésif. Il tire. De recul, on voit la caméra voler du fusil dans la poussière. Elle se casse. 85 $ de perdu. Mitchell jure, en achète une autre, recommence. 2e essai. Il enveloppe la caméra dans de la mousse, utilise des colliers de serrage au lieu du ruban, tire. La caméra tient, mais l'enregistrement est inutile. L'autofocus ne peut pas suivre une balle allant à 2800 pieds par seconde. La traînée n'apparaît peut-être que 0,3 secondes, un flou sur l'image. 3e essai, Mitchell règle la caméra sur mise au point manuelle, alors fini. Mieux, mais la traînée est si faible qu'à peine visible. Il lui faut plus de contraste. Le 2 septembre 2004, Mitchell a une idée. Il va au magasin de bricolage et achète une feuille de carton noir à 3 $. Il la place à 100 yards en aval, comme faux. Il tire, regarde l'enregistrement, et la voilà. La traînée, nette et visible sur fond noir, se courbe le 3 pouces à gauche dans la demi-seconde avant de se dissiper. Mitchell rembobine. Regarde encore. Mesure la courbe à la règle sur l'écran. 3 pouces à 100 yards. Avec le coefficient balistique connu de ses munitions Federal Gold Medal Match calibre 308, il peut faire le calcul inverse. Vent approximatif de 12 miles par heure de gauche à droite. Il vérifie le fanion de vent du stand. Il indique 11. Nom d'un chien. Ça marche. Les mains de Mitchell tremblent en prenant des notes. Le prototype est rudimentaire, à la limite du ridicule. Il tient littéralement une caméra contre le fusil, filme les tirs, regarde ensuite pour calculer le vent. C'est lent. C'est maladroit, mais le concept tient la route. 15 septembre 2004. Mitchell montre l'installation à son observateur, le caporal Danny Ortega. Ortega regarde filmer un tir, mesurer la dérive de la traînée. Calculer le vent. Mec, dit Ortega lentement, c'est foutrement génial, mais ça doit violer un règlement. Tu modifies un système d'armes sans autorisation. Tu risques une punition disciplinaire. Discipline militaire. Mitchell acquiesce. Ouais, probablement. Tu as arrêté? Mitchell regarde son carnet rempli de calculs et croquis. Non, répond-il. Je vais faire fonctionner ce système, ensuite je le montrerai au commandement. Ortega sourit. C'est fou, j'en suis. Septembre 2004. Section des snipers éclaireurs de Camp-le-Jeune. Mitchell demande un rendez-vous avec son chef de section, le capitaine Richard Voss. Il amène son ordinateur, son carnet et son prototype de caméra scotchée. Mon capitaine, j'ai développé une méthode pour mesurer le vent en aval grâce aux traînées de balles. J'aimerais la tester formellement. Le capitaine Voss écoute, visionne l'enregistrement, voit les calculs, puis il s'appuie dans son fauteuil et soupire. Caporal, j'apprécie votre initiative, mais ce n'est pas... comment dire... comme ça qu'on innove dans les Marines. Vous avez 23 ans, grade E4 et un bac. Nous avons des docteurs à Quantico qui travaillent sur la technologie sniper, des contractuels à Aberdeen avec des budgets à millions. Et vous pensez avoir résolu la lecture du vent avec une caméra à 85 $ du pawn shop? Caporal, le concept est solide. Mais les données? 100 yards, conditions parfaites. Or, le combat, ce n'est jamais parfait. Et même si ça marchait, ce qui me surprendrait, vous avez modifié un système d'armes sans autorisation. Cauchemar administratif. Savez-vous combien de documents faudrait remplir pour remonter votre idée? La mâchoire de Mitchell se tend. Mon capitaine, on rate les tirs à cause du vent. Ça pourrait sauver des vies. L'expression de Voss s'adoucit légèrement. Je sais que c'est de bonne intention, mais le corps n'adopte pas les inventions des caporaux dans leur garage. Rédigez-la comme suggestion. Faites-la remonter par les bons canaux. Dans 2 ou 3 ans, peut-être, quelqu'un à Quantico la lira. 2 ou 3 ans. Mitchell sait ce que ça veut dire. Jamais. Il quitte le bureau. Ortega l'attend dehors. Qu'a-t-il dit? Il a dit non. Et maintenant? Mitchell réfléchit longuement. On continue les tests. On prouve que ça marche. Après, ils ne pourront plus nous ignorer. Octobre 2004. Mitchell et Ortega conduisent des essais non autorisés, hors service, au stand de Kir. Ils filment 50 tirs dans diverses conditions de vent, mesurent la dérive de la traînée, calculent la vitesse du vent, puis la comparent au relevé de l'anémomètre du stand. Leur exactitude? 87%. La rumeur se répand. Certains trouvent ça génial, d'autres pensent que c'est suicidaire pour la carrière. Toucher au matériel, tester sans autorisation, ignorer la hiérarchie. 3 novembre 2004. Mitchell est convoqué. Non chez son capitaine, mais chez le commandant de l'école des snipers éclaireurs, le colonel Frank Delaney, et 2 contractuels civils du service de balistique de Quantico. Mitchell pénètre dans la salle de réunion. 6 hommes sont assis à table. Il reconnaît l'un d'eux.
Le docteur Robert Williams, l'expert en balistique d'Aberdeen qui a publié l'article disant que lire le vent en temps réel était impossible. C'est soit le grand tournant, soit la cour martiale. Le colonel Delaney parle en premier. Caporal Mitchell, j'ai entendu dire que vous meniez des expériences, modifiez des armes, opériez en dehors des canaux appropriés. Mon colonel, je n'ai pas fini. Le visage de Delaney est illisible. J'ai également entendu dire que ces expériences pourraient réellement fonctionner. Le docteur Williams, ici présent, est sceptique. Très sceptique. Alors je l'ai fait venir du Maryland pour assister à une démonstration. Si votre idée a du mérite, nous parlerons. Si c'est de la foutaise, vous ferez face à une action disciplinaire pour avoir fait perdre du temps à tout le monde et violé environ 12 règlements. C'est clair ? Cristallin, mon colonel. Le 5 novembre 2004. Champ de tir de Camp-le-Jeune. Mitchell installe son prototype, maintenant légèrement plus raffiné avec un meilleur support de caméra. Le vent souffle en rafale à 15 miles par heure, direction variable. Conditions de test parfaites, c'est-à-dire des conditions de tir terribles. Le docteur Williams observe, bras croisés. Caporal, j'ai passé 20 ans à étudier la balistique. La mesure du vent en temps réel sur la distance nécessite des réseaux de capteurs, de la télémétrie, de la dynamique des fluides computationnelle. Vous me dites qu'un caméscope peut faire ça ? Pas exactement, mon colonel. Je mesure l'effet du vent sur la balle. La traînée de vapeur montre la dérive. Je calcule en arrière. C'est une mesure indirecte, sujette à erreur. Oui, mon colonel. Et mieux que deviner. Mitchell tire, filme le tir, examine les images sur son ordinateur portable, mesure la dérive de la traînée de vapeur, calcule la vitesse du vent. 14,7 miles par heure par quart depuis la droite. Il marche vers la station météo du champ de tir, dit l'anémomètre, 15,2 miles par heure, de droite à gauche. Le docteur Williams fixe les chiffres. Encore une fois, dit-il. Mitchell tire 10 coups de plus. Ces calculs font en moyenne 14,9 miles par heure. L'anémomètre indique 15,2 miles par heure. Marge d'erreur. 2%. La salle explose. Appel à l'action numéro 1. Si vous apprenez quelque chose de nouveau sur l'innovation militaire, appuyez sur ce bouton d'abonnement pour ne jamais manquer ces histoires inédites. Nous arrivons juste à la meilleure partie. L'un des contractants de Quantico dit « Cela viole tous les protocoles ». Le docteur Williams lui coupe la parole. Mais ça fonctionne aussi. Le colonel Delaney se lève, regarde Mitchell. Caporal, vous avez enfreint environ 15 règles pour arriver ici. Mais ceci a du potentiel. J'autorise les tests formels. Nous amenons ceci à Quantico. Mitchell expire. Pour ce qui semble être la première fois en 1 heure. Merci, mon colonel. Janvier 2005. Base du corps des Marines Quantico, Virginie. Le laboratoire de combat du corps des Marines prend le prototype de Mitchell et fait ce que l'armée fait le mieux, le suringénierie. Il remplace son caméscope par une caméra balistique haute vitesse, capable de capturer 1000 images par seconde. Il développe un logiciel propriétaire pour suivre automatiquement les traînées de vapeur et calculer la dérive. Ils intègrent le système avec un télémètre laser et un ordinateur balistique. En mars 2005, ils ont un prototype fonctionnel, le système de compensation du vent par traînée de vapeur VT1. Il est monté sur un fusil M24A3, poids total 14 livres, incluant le module caméra et l'unité de traitement. Il fonctionne sur des batteries au lithium qui durent 6 heures. Les tests formels commencent le 12 avril 2005 au champ de tir du bataillon d'entraînement aux armes de Quantico. 12 tireurs d'élite éclaireurs de la marine, allant des caporaux aux sergents d'artillerie, tirent 600 coups sur 3 jours dans des conditions de vent variées. Calme, stable, en rafale, tourbillonnant. La moitié des tirs utilisent des techniques traditionnelles de lecture du vent. L'autre moitié utilise le système VT1 de Mitchell. Les résultats stupéfient tout le monde. Méthode traditionnelle, 34% de taux de réussite au premier coup à 600-800 yards. Système VT1, 71% de taux de réussite au premier coup à 600-800 yards. Le système fonctionne encore mieux à plus longue portée, à 1000 yards, où la lecture du vent devient exponentiellement plus difficile. Méthode traditionnelle, 18% de taux de réussite au premier coup, système VT1, 62% de taux de réussite au premier coup. Le docteur Williams, maintenant converti, écrit dans son rapport « Le concept du caporal Mitchell change fondamentalement l'estimation du vent, de la prédiction à la mesure, en observant le comportement de la balle en temps réel. Le système prend en compte les variables, courant thermique, tourbillon, vent de travers, qui sont impossibles à prédire depuis la position de tir. Cela représente un changement de paradigme dans le tir de précision. Le corps des Marines accélère le déploiement du VT1. En août 2005, 20 systèmes sont expédiés en Irak pour évaluation au combat. Le 14 septembre 2005, Fallujah, Irak. le sergent Carlos Ruiz est accroupi sur un toit surplombant la route Michigan.
l'autoroute principale traversant Fallujah. Il est l'un des premiers tireurs d'élite à recevoir le système VT1. Une équipe de mitrailleuses insurgées s'installe à 750 yards, se préparant à tendre une embuscade à un convoi. Le vent est vicieux, des rafales tourbillonnantes venant de l'Euphrate, probablement 20 miles de portée. Mais la direction ne cesse de changer. Avec les méthodes traditionnelles, Ruiz tirerait un coup, raterait, ajusterait, tirerait à nouveau. D'ici là, les insurgés seraient partis ou ripostants. Au lieu de cela, Ruiz allume le VT1. Il tire un seul coup de télémétrie vers un arrêt sûr, un mur de béton près de la cible. La caméra du système capture la traînée de vapeur, mesure la dérive, calcule le vent. 22 miles par heure, un quart à gauche à 45 degrés. L'ordinateur balistique ajuste automatiquement son point de visée. Ruiz déplace son réticule vers la nouvelle position, respire, tresse. Le mitrailleur insurgé s'effondre. Un coup, élimination confirmée. L'observateur de Ruiz, le caporal Mike Hernandez, regarde à travers sa lunette d'observation. Bordel, pas rendu ça facile. C'est le but, dit Ruiz. Au cours des 3 mois suivants, les tireurs d'élite de la marine utilisant le système VT1 ont enregistré 247 éliminations confirmées à Fallujah, Ramadi et Mossoul. Leur ratio moyen de coups par élimination, 1,4 coups. La moyenne pré-VT1, 4,2 coups. La différence n'est pas seulement l'efficacité des munitions, c'est la survie. Moins de coups signifie moins de temps exposé, moins d'éclairs de bouche, moins de chances que les tireurs d'élite ennemis repèrent leur position. En décembre 2005, les tireurs d'élite de la marine, utilisant les systèmes VT1, n'ont subi aucune perte au combat. Durant la même période l'année précédente, sans le système, 14 tireurs d'élite sont morts. Réaction ennemie. Les communications insurgées capturées, interceptées par le renseignement de la marine en janvier 2006, révèlent une peur croissante. Un combattant d'Al-Qaïda en Irak enregistré dans une planque à Ramadi. Les tireurs d'élite américains ont changé. Avant, si vous vous déplaciez rapidement, vous pouviez échapper après leur premier tir. Maintenant, le premier tir tue à chaque fois. Ils ont une nouvelle magie. Nous ne pouvons plus combattre leurs tireurs l'élite. Lettre trouvée sur un commandant insurgé tué, datée de février 2006. N'engagez pas les positions de tireurs d'élite américains. Ils ne ratent pas. Déplacez-vous uniquement la nuit ou dans les tempêtes de poussière quand leur vision est obscurcie. Le système VT1 a fait ce que les balles seules ne pouvaient pas. Créer une dissuasion psychologique. Les insurgés cessent de se déplacer pendant la journée. Ils abandonnent les positions quand ils soupçonnent la présence d'un tireur d'élite de la marine. Des quartiers entiers deviennent plus sûrs, parce que l'ennemi craint l'engagement. Mars 2006, Camp Lejeune. Le caporal Mitchell, maintenant sergent Mitchell, après une promotion méritoire, visite l'école de tireurs d'élite éclaireurs en tant qu'instructeur invité. Il démontre le système VT1 à une classe de l'heureux étudiant. Après la démonstration, un jeune caporal l'approche. « Sergent, est-il vrai que vous avez construit le premier prototype dans votre garage ?» Mitchell sourit. Avec un caméscope de prêteur sur gage et du ruban adhésif. « Ouais. » « Et ils ont failli vous passer en cours martial pour ça ?» « Failli. Mais ils ne l'ont pas fait. » L'étudiant hésite. « Donc, si j'ai une idée qui semble folle, je devrais... » Vous devriez la tester, la prouver, puis les faire écouter. Le corps des marines se fiche de votre grade si votre idée sauve des vies. Il se soucie des résultats. Juin 2006. Des chiffres. Après 1 an de déploiement au combat, tireurs d'élite équipés de VT1. 1847 éliminations confirmées, 71% de taux de réussite au premier coup. Coût moyen par élimination, 1,4 coups, en baisse de 4,2. Perte de tireurs d'élite, 2. En baisse de 14 l'année précédente. Ennemi tué par équipe de tireurs d'élite, 3,2 fois plus élevé qu'avant VT. Munitions économisées, plus de 5000 coups évalués à 12 000 $. Mais le chiffre le plus important, vie estimée sauvée du côté ennemi. 38 marines et soldats qui seraient morts dans des embuscades que les tireurs d'élite équipés de VT1 ont empêchés. Le sergent d'artillerie Mike Callahan, vétéran tireur d'élite de 19 ans, écrit dans une lettre à Mitchell: « Je tire depuis 2 décennies. J'ai entraîné des centaines de Marines. Votre système a fait de moi un meilleur tireur d'élite en un jour que 20 ans d'expérience. Grâce à vous, 38 jeunes sont entrés chez eux auprès de leur famille. C'est votre héritage. » Après-guerre, le système VT1 a évolué rapidement. En 2008, Lockheed Martin s'est associé au corps des Marines pour développer le VT2, un système entièrement intégré combinant l'analyse de traînées de vapeur, la télémétrie laser et le calcul balistique dans une seule unité de 8 livres. Il est devenu l'équipement standard pour les tireurs d'élite éclaireurs de la marine. En 2011, l'armée américaine a adopté une version modifiée appelée Système de trace du vent, WTS, pour son programme de fusils de tireurs d'élite de précision. En 2015, la technologie s'était répandue aux armées alliées. SAS britannique, JTF-2 canadien, SASR australien, Sayeret Matkal israélien. Le concept fondamental: mesurer l'effet du vent en temps réel plutôt que de le prédire
est devenu la base des ordinateurs balistiques de tireurs d'élite modernes. Les systèmes d'aujourd'hui utilisent l'optique avancée, la reconnaissance d'images assistée par IA et des données météorologiques connectées au cloud. Mais ils remontent tous à un caporal avec un caméscope en 2004. En 2020, plus de 14 000 systèmes de la série VT avaient été déployés mondialement. Les fabricants estiment que la technologie a été utilisée dans plus de 50 000 engagements de combat en Irak, en Afghanistan, en Syrie et dans des opérations classifiées dans le monde entier. Le héros humble. James Mitchell a quitté le corps des Marines en 2009 en tant que sergent-chef. On lui a offert des postes lucratifs chez des contractants de défense. Lockheed Martin lui a offert 180 000 $ par an pour consulter sur le développement du VT2. Il a refusé. Au lieu de cela, il est rentré chez lui au Tennessee et a repris l'entreprise de chauffage, ventilation et climatisation de son père. Quand un journaliste du Marine Corps Times l'a retrouvé en 2013 pour une interview sur le succès du système VT, Mitchell était mal à l'aise avec l'attention. « Je n'ai rien inventé de nouveau », a-t-il dit. « J'ai juste observé des balles et fait des mathématiques. » Des milliers de Marines utilisent ce système maintenant. Et ce sont eux qui font le travail difficile. Ce sont eux les héros. Je leur ai juste donné un outil. Le journaliste a demandé s'il regrettait d'avoir quitté le corps des Marines, manquant la reconnaissance et les éloges. Mitchell a secoué la tête. « J'ai fait ce pourquoi je me suis engagé. Aider les Marines à rester en vie et accomplir la mission. C'est fait. Maintenant, je répare des climatiseurs. C'est une bonne vie. » Il garde toujours son carnet original, celui d'août 2004, rempli de croquis et de calculs dans un tiroir chez lui. Il ne le montre jamais à personne. La leçon. En 2018, le laboratoire de combat du corps des Marines a publié une étude de cas intitulée « Innovation par le bas, l'histoire du VT1 ». C'est maintenant une lecture obligatoire à l'école des candidats officiers et à l'académie des sous-officiers d'état-major. La conclusion se lit « Le caporal Mitchell a réussi là où les docteurs ont échoué, non parce qu'il était plus intelligent, mais parce qu'il a refusé d'accepter l'impossible comme réponse. Le grade, les références et l'éducation formelle comptent beaucoup moins que l'obsession, la créativité et la volonté de se tromper 100 fois pour avoir raison une fois. Le corps des Marines doit cultiver des environnements où les caporaux se sentent habilités à défier la doctrine. Parce que parfois, les meilleures idées viennent du garage, pas du laboratoire. La lettre du sergent Mike Callahan à Mitchell, écrite en 2006, est accrochée à l'école de tireurs d'élite éclaireurs à Quantico. Grâce à vous, nous sommes revenus.